sont aussi des organisations qui ont le souci de la proximité. La question de l'aménagement du territoire, peut-être ce serait pas mal que vous disiez un mot sur le lien qu'il peut y avoir entre ce dont on parle ici, c'est-à-dire de l'informatisation des collèges, enfin de développement d'usage du numérique dans les collèges, l'accès au numérique, et puis la question de l'aménagement du territoire numérique. Le Breton a rendu un rapport... Juste, je vous coupe un petit moment, il y a un truc qui vient de s'allumer derrière, ça s'appelle le mur de tweets. Il y a des gens devant, surtout les gens qui sont équipés d'un ordinateur, mais même des gens qui ont l'air de rien comme ça, qui tweetent derrière. Et donc, c'est dans... faut pas que vous regardiez... rien à un moment dans la salle, c'est qu'il y a un tweet... il y a un hashtag officiel. Booker, peut-être, on verra. Et on verra tout à l'heure, on m'aidera si peut-être il faut en relever certains. Pardon, allez-y. Donc à partir de maintenant, puisque l'ensemble des propos sont repris sur Twitter, je vais raconter une autre histoire. Non, sur l'aménagement du territoire, oui, il faut revenir au rapport qu'a remis Claudie Le Breton à un ministre, pour ne pas le nommer, c'est Cécile Duflot, mais en ce moment, nommer des ministres, quand ils ne le sont plus, ça devient compliqué. Il a remis un rapport parce qu'ils ont échangé à un moment donné. On pourrait être surpris qu'il parle de numérique et des usages de numérique avec Cécile Duflot, mais c'est bien parce qu'il y a un lien sur l'aménagement du territoire, et c'est bien parce que l'aménagement du territoire va permettre aussi de mettre en œuvre un certain nombre de tuyaux qui permettront derrière les usages que ce rapport a été fait. Le rôle du Conseil général, quand il fait des routes, quand il fait des ports, s'agissant des départements littoraux, quand il structure, et quand il bâtit des collèges, il dessine, il aménage le territoire. Hein, les 7100 collèges de France, c'est 4 milliards d'investissements par l'ensemble des conseils généraux, et c'est pas simplement le fonctionnement, c'est-à-dire les personnels, nous appelons les ATOS, les personnels de cantine ou d'entretien du collège, mais il s'agit aussi de faire des collèges connectés, il s'agit aussi d'apporter du très haut débit. Donc voilà, c'est dans notre rôle d'aménageur du territoire historique, hein, de la part des conseils généraux, et c'est aussi pour ces raisons qu'un certain nombre d'entre nous, pour pas dire la majorité, je traduis là aussi la position de l'Assemblée des départements de France, qui consiste à dire si réforme il doit y avoir, et pas réformette, c'est-à-dire qu'on ne traite pas que le problème de l'éducation. La réforme est bien, vous l'avez compris, plus globale que ça. Alors il s'agit de regarder chacune des politiques, chacun des contenus, et de savoir comment, encore une fois, l'enjeu, c'est proximité, efficacité de l'action publique. Ok. Alors on va passer la parole à notre troisième représentante de collectivité territoriale. Madame Cocula, je vous laisse vous présenter. Donc Anne-Marie Cocula, je suis vice-présidente éducation-culture du conseil régional d'Aquitaine. Je demande d'excuser son président, Alain Rousset, qui préside aussi l'association des régions de France. Et j'annonce d'emblée que nous n'avons pas l'intention d'englober Midi-Pyrénées. Donc voilà, j'arrive sereine ici. Simplement, il me semble que jusqu'à présent, on a prononcé le terme et la question qui est dans ça. Qui fait quoi? Et nous sommes dans un domaine, d'abord évidemment, compétences ensemble et à condition de travailler en. Donc je pense que si débat il doit y avoir, moi dans une vie antérieure j'ai enseigné une matière qui s'appelait l'histoire, si débat il doit y avoir, il faut en quelque sorte qu'il soit engagé sur le terme de la définition. Parce que depuis quelques années, vous avez fait un très bon historique de la chose, depuis quelques années, on a en quelque sorte eu parfois un chemin lent, un chemin jalonné d'obstacles qui était dû au fait qu'on n'avait pas clairement précise les compétences des uns et des autres. Donc il ne s'agit pas de manger les autres, il ne s'agit pas d'englober les autres, il ne s'agit pas de déposséder les autres, il s'agit de regarder ensemble faire marcher mieux un système qui n'est pas parfait parce que ça n'existe pas, mais qui peut en quelque sorte dans le secteur qui est le vôtre, le secteur du numérique, le secteur de l'enseignement, permettre que pour les jeunes qui entrent dans ce long cycle de l'enseignement, il y ait des étapes et à la fois ce qui me semble le plus important en pédagogie, c'est-à-dire une permanence et comment en quelque sorte vous pouvez l'alimenter cette permanence. Voilà ce que je voulais dire en premier. Très bien, très bien.
L'idée de... Vous avez dit vous n'avez pas l'intention de vous associer avec Midi-Pyrénées, c'est pas ce qui est prévu. En revanche, le périmètre de la région pourrait changer. Ça veut dire que, quand même, ça veut dire beaucoup d'établissements à gérer, et on peut avoir l'impression que, du coup, ces régions deviendraient comme des petits pays, en quelque sorte, et avec une charge de responsabilité. Retour aux provinces, oui. Je voudrais dire, et vous avez évoqué cela tout à l'heure, c'est que la région Aquitaine, pour l'instant, et le regard que l'on a n'est pas forcément un regard distant, comme on l'a dit tout à l'heure, mais qui est un regard en termes effectivement d'aménagement du territoire. Et si je regarde à l'heure actuelle, et ça existe depuis longtemps, l'évolution des 3 départements littoraux de l'Aquitaine, qui comportent la Gironde, les Landes, les Pyrénées-Atlantiques, et les 2 départements de l'intérieur, qui sont Lot-et-Garonne et la Dordogne, bien, on s'aperçoit que depuis très longtemps, mais ça s'est accéléré, il y a en fait une évolution démographique qui va vers le littoral, qui va en gros de l'est vers l'ouest, et qui se traduit par une forme non pas de retard, mais de stagnation ou de perte en s'agissant de la démographie des départements de l'intérieur. Alors, l'important pour une région comme l'Aquitaine par exemple, c'est d'avoir toujours précis ceci à l'esprit pour éviter en quelque sorte que puissent s'accroître les contrastes et que l'on puisse en quelque sorte développer dans une région qui apparaîtra comme une région de métropole par rapport, et ça a déjà été posé par vous notamment monsieur, par rapport en quelque sorte ce que l'on considère encore comme des départements ruraux. Donc là, la distance, elle a ses désavantages, mais elle a aussi l'avantage que l'on peut, à une condition très forte, d'être présent, d'aller sur le terrain, ce qui n'est pas une chose facile. Et c'est vrai qu'à l'heure actuelle, si l'on prend une grande Aquitaine comme celle du Prince Noir au milieu du XIVe siècle ou celle que l'on nous promet, ben, il faudra autant de temps pour traverser l'Atlantique. D'accord. Peut-être encore un tout petit peu. Tout à l'heure, j'ai oublié de dire, en parlant de la troisième loi du troisième acte de décentralisation, qu'il y avait des décisions importantes qui ont été prises sur la question de la responsabilité de l'orientation scolaire et qui intéressent donc particulièrement les régions. Donc du coup, un an après, parce que on commence à mettre ça en œuvre, je signale aussi que la responsabilité sur le développement de la culture scientifique et technique a aussi été, au fond, recentrée sur les régions, peut-on dire. Est-ce que vous voyez ces évolutions-là comme des choses plutôt favorables, qui vont pouvoir permettre en tout cas de faire évoluer le fonctionnement des lycées favorablement ? À condition d'être fondé sur un partenariat très fort avec les instances qui sont à la fois les instances académiques, qui sont aussi le corps enseignant, et ça c'est très important. Je crois qu'on ne peut pas en quelque sorte orienter bien évidemment quelqu'un de force. Il faut vraiment qu'il y ait, je l'ai dit, je le redis, cet effort de partenariat qui fait que nous sommes en quelque sorte une aide. Nous avons, nous, fondé en Aquitaine ce qu'on appelle Aquitaine Cap Métier, qui est une vitrine permanente en termes d'orientation, en termes d'exposition, en termes de suivi des métiers. Nous travaillons en concertation avec le rectorat, nous travaillons en concertation avec le ministère de l'Agriculture, puisque nous avons de grands lycées agricoles, notamment viticoles, mais il faut absolument travailler ensemble. Nous n'avons pas en quelque sorte un monopole qui consisterait à dire c'est nous qui nous chargeons de l'orientation. Ce serait à mon avis mauvais, et ça ne correspondrait pas à la volonté générale qui est celle des jeunes, qui est celle de leur famille, et qui est celle aussi, c'est important, je dirais, de l'évolution d'une économie. Donc il faut prendre tout cela en compte. C'est difficile. Et ce qui est important, c'est quand même de se dire qu'à l'heure actuelle, il ne faut pas que soit comme une constante l'idée que l'on se pose le problème de l'orientation d'un jeune quand il a des problèmes de scolarité. Il faut en quelque sorte faire avancer les choses, mais toujours cette forme de discussion. Autrement, on n'y arrivera pas, on ne forcera pas les gens. Il y a le goût, il y a la vocation. Ça fait une bonne liaison, parce que vous allez passer le micro à votre voisin, justement. Peut-être, la question, ça serait, la loi de 2013, elle a clarifié la responsabilité des collectivités sur la question de la maintenance, on l'a dit, mais elle a aussi clarifié la responsabilité, symétriquement, de l'État sur la question des contenus, par exemple, dont on va parler dans le champ du numérique. Donc peut-être, Jean-Yves Capulle, d'abord pour le ministère, qu'est-ce que ça a changé, cette loi? Quelles conséquences elle a eu? Quelle est la position actuelle du ministère sur les questions qu'on discute ici? Alors avant peut-être de parler des contenus qui sont maintenant pris en charge par un Conseil supérieur des programmes sur instruction du ministre et après ou avant phase de consultation
des enseignants. Je voudrais revenir un petit peu sur le numérique pour dire que depuis 2 ans, le ministre a un petit peu changé, le ministère de l'Éducation nationale a un peu changé de posture à l'égard des orientations qu'il donne en matière de numérique, avec l'idée de développer une stratégie globale pour développer les usages et les pratiques du numérique dans les classes et avec les enseignants. Il y avait autrefois le suivi différent d'expérimentation. Il y a un changement de posture initié par Vincent Payon qui a été repris par Benoît Hamon et qui pris par son successeur, et d'ailleurs lors de ses vœux, lors de l'allocution du 14 juillet, a terminé en insistant sur la bascule et la transition numérique nécessaire à l'école. Donc la continuité de l'État est totalement en matière de numérique. La loi de 2013, et je ne me situerai bien évidemment pas du tout sur le même plan que mes voisins, puisque un service de l'État suit et met en œuvre ce qui a été décidé par le législateur et ce que décide son ministre, mais la loi a un certain nombre de choses en matière de compétences, a surtout proposé de mettre en œuvre un service public du numérique éducatif, et c'est bien pour cela qu'une direction du numérique pour l'éducation a été créée au ministère de l'Éducation nationale, de façon à donner un peu plus de cohérence dans toutes les actions qui sont menées. Et un des grands axes de cette action, et qui est aussi dans la lignée de la loi de 2013, c'est de développer une gouvernance nationale et territoriale beaucoup plus poussée avec les collectivités territoriales. C'est un petit peu plus compliqué au niveau national. Nous discutons dans nos groupes de travail, dans le comité de pilotage des environnements numériques de travail, qui reste un axe extrêmement important du ministère. Nous discutons avec l'ARF, l'ADF, l'AMF. Nous associons le plus possible au niveau national les représentants des collectivités territoriales. Mais c'est vraiment en académie que se font les travaux de fond, le vrai partenariat, la gouvernance partagée du numérique éducatif avec ces collectivités là. Et les recteurs ont été incités, beaucoup plus qu'avant, à développer cette gouvernance partagée, à passer des conventions qui envisagent l'ensemble des dimensions du numérique éducatif, et plus seulement les ENT, l'équipement, etc. Le numérique éducatif, c'est pas seulement des équipements, des tuyaux, etc. C'est un projet global pédagogique que nous devons mener ensemble, et des instances particulières doivent être aussi mises en place, un comité de pilotage du numérique. Alors ça existe déjà dans beaucoup de régions, de départements, mais au niveau académique, l'ensemble des académies devront avoir, d'ici la fin de l'année, en fonction des feuilles de route numériques que nous leur demandons, avoir mis en place cette gouvernance territoriale sur le numérique. Donc en termes de pilotage de nos actions numériques, puisque le ministère ne fait qu'orienter, encadrer, proposer des cadres de cohérence, un progrès était net dans la façon de piloter le numérique avec nos partenaires. Et je pourrais aussi parler des partenaires industriels qui sont représentés ici, mais ça nous amènerait un petit peu trop loin. Sur les programmes, c'est extrêmement intéressant d'aborder cette question parce que nous sommes aujourd'hui dans une période un petit peu historique pour l'éducation nationale, c'est-à-dire que dans 2 ans, l'ensemble des programmes de l'école primaire et du collège vont changer. C'est un choix du législateur, c'est un choix du ministre. Il y a un nouveau socle qui est en cours été proposé par le semaine. Enfin, il sera discuté par l'ensemble des enseignants à l'automne, et dans les mois qui suivront, nous aurons les programmes de l'école primaire et les programmes du collège. Sur le contenu, très rapidement, vous avez sans doute vu, pour ceux qui ont lu le projet de socle, qu'il n'y a plus une compétence, un pilier numérique, TIC, Technologie de l'information et de la communication. Il y avait 7 piliers dans le précédent socle, maintenant il y en a 5. Mais en revanche, le numérique est dans tous les piliers, dans les 5 nouveaux piliers qui sont proposés, beaucoup plus présent qu'auparavant, avec même, ça nourrit quelques débats, une initiation à l'informatique. Nous aurons l'occasion dans les couloirs d'en discuter, c'est un sujet qui mobilise beaucoup de gens là-dessus. Mais c'est vrai que la loi a prévu de développer l'enseignement aux médias et à l'information, c'est donc mis dans le socle et ce sera mis dans les programmes, c'est le travail du CSP. Je laisse de côté la partie contenu du CSP. J'ai perdu le fil en parlant des contenus d'informatique, etc. Sur les programmes, vous m'interrogiez donc sur les contenus... Les contenus numériques, oui. Les contenus numériques, bon, je retrouverai mon fil, je l'ai perdu. Donc c'était sur les changements qu'apportait la loi.
autre changement, je reviendrai si ça me revient sur les contenus, un autre changement extrêmement important pour nous et qui marque aussi un des volets de cette cohérence globale de la stratégie ministérielle, c'est la formation des enseignants au numérique. C'est quelque chose que l'on nous reproche souvent, de ne pas assez former nos enseignants numériques. Nous avons fait un effort extrêmement important pour que dans le cadre des écoles supérieures du professorat et de l'éducation, il y ait une formation initiale au numérique extrêmement importante. On est peut-être encore loin de ce que nous souhaiterions, mais dans toutes les maquettes, nous avons vu qu'il y avait des enseignements sur le numérique, culture numérique pour les M1, et puis usage du numérique plutôt en M2. Mais nous avons aussi de formation continue, des outils qui permettent de sensibiliser davantage l'enseignant au numérique. Le dispositif Magistère, qui est un dispositif à distance, qui a été précisé, amélioré, avec notamment l'aide de Canopé qui pilote la plateforme l'année dernière. Nous avons formé en quelques mois 150 000 professeurs des écoles dans le cadre des animations, des journées d'animation et de formation. Ce n'est pas le chiffre en soi qui est important, mais c'est qu'on passe quand même à une autre dimension. On n'est plus dans un enseignement hybride qui utilise le présentiel et le numérique pour quelques enseignants, mais pour une très très grande partie des enseignants. Donc Magistère, c'est un vrai succès qui va être continué et développé, et cela permet, au-delà des formations, des parcours de formation numérique, de sensibiliser l'ensemble des enseignants à l'intérêt des outils numériques, des ressources et des services numériques. Et je terminerai parce que j'ai retrouvé le fil de mon temps, et c'est quelque chose qui est sans doute le plus important, c'est que nous sommes aujourd'hui dans une période historique, parce qu'au-delà des contenus numériques dans les programmes, ce changement de tous les programmes va exiger des supports pédagogiques en masse considérables dans les 2 ans à venir. Or aujourd'hui, nous n'avons pas les moyens, ne serait-ce qu'avec les budgets consacrés aux manuels scolaires, de pouvoir, dans 2 ans, changer l'ensemble des manuels, changer l'ensemble des supports pédagogiques pour les enseignants. Et donc le numérique sera absolument indispensable si le ministère veut pouvoir diffuser l'ensemble des programmes et des contenus et les documents d'accompagnement qui aideront les enseignants à mettre en œuvre ces programmes. Le numérique jouera un rôle essentiel. Et donc nous avons là 2 ans pour nous mettre en ordre de bataille, pour faire en sorte que ces nouveaux programmes puissent bénéficier des outils, des services et des ressources numériques pour pouvoir être diffusés massivement à l'ensemble des enseignants. D'accord. Alors peut-être donc on va passer à la présentation suivante, celle de l'Académie de Toulouse, on va dire comme ça. Au fond, ça pourrait être l'illustration de ce que vous avez dit tout à l'heure, c'est-à-dire que la politique numérique du ministère de l'Éducation nationale se décline au niveau académique, et ce sont les académies qui sont dans cet échange avec les collectivités territoriales, départements et régions et villes aujourd'hui. Donc peut-être vous nous dites rapidement comment ça se passe dans votre académie, et puis d'une façon générale au niveau des services déconcentrés de l'État. Tout d'abord, je voudrais vous dire tous les regrets d'Hélène Bernard, actrice de l'Académie de Toulouse, qui ne pouvait être ici ce soir et qui m'a envoyé un petit SMS pour souhaiter un très bon Ludovia 2014 à tous les participants. Oui, effectivement, je voudrais rassurer l'administration centrale de mon ministère. Le groupe de pilotage académique fonctionne dans l'Académie de Toulouse maintenant depuis 2 ans. Il s'appelle le comité stratégique, mais bon. Et les collectivités territoriales sont étroitement associées à cette mise en place de la politique du numérique dans l'Académie, aussi bien au niveau des instances régionales, départementales, mais également les maires sont associés à travers les présidents des associations départementales, les maires sont associés à ces travaux. Voilà. Alors, sur la mise en œuvre de la loi de 2013, vous disiez le législateur a terminé le transfert aux collectivités territoriales de la charge de l'informatique, du numérique, en confiant, en transférant la responsabilité de la maintenance aux collectivités. Dans l'Académie de Toulouse, jusqu'à la loi de 2013, l'Académie assurait 100% de la maintenance du matériel informatique des collèges, des lycées et pour une partie non négligeable des écoles élémentaires.
avec des conventions avec les communes, dont la rectrice a convenu avec les présidents de collectivités territoriales qu'on n'allait pas mettre en œuvre de façon brutale la loi, et qu'elle travaillait avec les conseils généraux et la région pour que la prise en charge effective par les collectivités de la maintenance se fasse au plus tard au 1er septembre 2015. Donc on maintient une période transitoire. L'Académie assure la maintenance des matériels jusqu'à cette prise en charge par les collectivités. Alors là où il y a une petite difficulté, c'est que lorsqu'on a commencé à travailler avec les collectivités, il y avait un paysage de répartition des compétences qui était très clair. Les collèges, c'était les départements, les lycées, c'est la région. Aujourd'hui, c'est beaucoup moins évident, puisque vous savez que le Parlement doit délibérer dans le trimestre de l'année scolaire, alors le dernier trimestre de l'année civile, sur la répartition des compétences, et en particulier sur le transfert éventuel de la responsabilité des collèges au département. Ce qui fait que le dossier avance beaucoup moins vite avec les départements qu'il n'a avancé avec la région Midi-Pyrénées, sur ce point précis. Ouais. Hein, voilà. Ça contrarie un peu effectivement le mouvement qui était entamé. Voilà. Ok. Très bien, je peux vous arrêter là, et puis peut-être vous aurez l'occasion de revenir là-dessus. Alors, donc, j'avais envie de dire 3 industriels, presque, enfin, bon, Jean-Marc Mériot, il est le directeur général du réseau Canopé, mais il est producteur de ressources, et donc on va dire comment le réseau Canopé compte faire face aux responsabilités qui sont celles de l'État maintenant dans ce champ-là. Alors, déjà, on n'est pas un industriel, donc je préfère rassurer les personnes à mes côtés. On n'est pas amené à se positionner comme tel. On est là pour accompagner la politique ministérielle, bien évidemment, sur toutes les questions en lien avec la production de ressources. Avant tout, moi, ce que je souhaite affirmer, et je pense que depuis le début de cette table ronde, on le sent bien et on le voit bien, c'est qu'il n'y a pas de numérique sans proximité, et que le numérique se pense dans la proximité. Et que par rapport à cette question-là, nous, notre métier, qui est certes un métier d'édition et de production de ressources, mais nous avons aussi d'autres métiers qui sont des métiers qui accompagnent l'ensemble des pratiques pédagogiques et l'évolution des pratiques pédagogiques. Et que cette évolution-là, elle ne peut pas se faire sans que ça soit dans la proximité. Nos lieux de proximité, et en particulier, vous êtes tous amenés à connaître ces lieux qui sont les anciens CDDP, les CRDP, doivent aussi se repenser pour pouvoir accompagner différemment la pratique pédagogique. Toute cette elle est aussi amenée à pouvoir repenser notre offre de service, à se dire qu'est-ce qu'on est amené à pouvoir offrir à l'enseignant, à la collectivité aussi territoriale, puisque c'est ce travail-là aussi que nous sommes amenés à mener. Et donc l'enjeu pour nous aujourd'hui, c'est vraiment aussi de repenser nos lieux de proximité. Et je pense que l'enjeu sur ces lieux de proximité est absolument central. C'est pour ça qu'on développe de nouveaux concepts tels que les ateliers Canopé, qui sont des Learning Training Centers, qui sont là pour pouvoir imaginer de nouveaux espaces avec une nouvelle offre de services. Donc la question de la proximité des lieux est absolument essentielle. La question des EPLE et comment les EPLE sont amenés aussi à penser leurs lieux, entre autres ceux qui sont le plus en lien avec le numérique, c'est-à-dire les centres de documentation, les centres de culture et de documentation, tous ces lieux qui sont là pour pouvoir faire que le numérique, en tout cas l'accès à l'information, puisse se déployer au sein des établissements, est absolument central. Et je pense que sur ces questions-là, les collectivités territoriales ont un rôle absolument majeur à jouer. Et entre autres sur tout ce qui concerne l'architecture scolaire. Là aussi, sur la question de l'architecture scolaire, il y a une dimension à prendre en compte
qui est sur le lien entre avec le numérique et je pense que l'architecture scolaire et tout ce qui est toutes les expérimentations en cours ou toute la création de nouveaux collèges fait qu'il faut intégrer pleinement cette dimension-là aussi pour faire évoluer la pratique pédagogique. Ce n'est pas seulement du numérique, c'est aussi de l'innovation, c'est aussi un certain nombre d'éléments à prendre en compte, et je pense que ça, c'est aussi quelque chose à travailler assez finement. Alors sur la question de la production de la ressource, et on y vient aussi, parce que c'est la question de la proximité avec les pratiques. Aujourd'hui, on ne peut pas produire de la ressource sans la proximité aussi avec les pratiques pédagogiques. Et qu'on essaye de mener aujourd'hui, autour de laboratoires, d'usages, de faire qu'à un moment donné, on puisse intégrer les usages dans la production de ressources. Et donc, c'est tout le concept de transmédia, c'est tout le concept qu'on essaye de mettre en place, et de faire qu'à un moment donné, les pratiques des enseignants puissent être aussi, et faire qu'elles puissent être intégrées dans la production de ressources, et de travailler avec eux sur la production de ces ressources, pour faire qu'à un moment donné, on soit plus dans une logique de co-design de ressources, c'est-à-dire que c'est la notion de co-design de production, de co-design de ressources, et c'est vrai que dans les ateliers Canopée demain, on imagine des espaces, ce qu'on appelle nos espaces de co-design, où on proposera des outils pour produire avec les enseignants des contenus, et faire que ces contenus répondent réellement à leurs attentes. Puisque force est de constater qu'en tant qu'opérateur public, très souvent, on a pu observer que nos contenus n'étaient peut-être pas toujours adaptés aux attentes des enseignants, et qu'aujourd'hui, le numérique nous permet aussi de repenser totalement la production des ressources en intégrant les usages. Donc je pense que ça, ce sont aussi une dimension très très forte à prendre en compte pour un opérateur public comme le réseau Canopée, qui est amené à travailler sur de l'accompagnement, sur la création de ressources, sur de la formation, puisque c'est vrai que là aussi, on est amené aussi à accompagner la politique ministérielle, que ce soit sur Magister à travers la plateforme, mais aussi sur la production de parcours. Et bien là encore, on est amené à repenser totalement notre façon de faire et notre façon de produire. Très bien, merci. Donc on va passer au dernier moment de notre première partie de la soirée. On a fait le paysage institutionnel en quelque sorte là, c'est-à-dire le rôle des collectivités, de l'État, avec des incertitudes évidemment de part et d'autre, bien entendu. Mais enfin, alors de votre côté, les incertitudes, ça, je ne peux pas dire que vous n'aimez pas, mais enfin en tout cas, vous travaillez à les maîtriser. Donc j'aimerais bien que vous nous dites d'abord, d'une part, comment vous vous situez l'un et l'autre par rapport à ce paysage institutionnel, et puis comment vous le voyez dans son évolution. C'est-à-dire, est-ce que vous êtes tranquille par rapport aux évolutions, ou au contraire, cette incertitude est plutôt une source d'inquiétude pour vos activités respectives. Donc voilà, présentez-vous aussi au passage, parce que je ne l'ai pas fait. Eh bien, bonsoir à tous. Donc, je suis Hervé Bredon, je suis président de la société eTop Éducation, qui fournit des solutions logicielles pour les écoles, collèges et lycées. Et je suis également président de la FINEF, l'Association française et industrielle du numérique, de l'éducation et de la formation, donc qui regroupe plus de 60 industriels de la e-éducation. Et nous, en tant qu'acteurs industriels, on a bien conscience de notre responsabilité sociétale dans l'éducatif, et notre première mission est d'apporter des solutions industrielles pour aider l'éducation, pour aider les citoyens, pour aider à former les citoyens. Et nos premiers, finalement, préoccupations, ce sont les utilisateurs de terrain, donc ce sont les élèves, les enseignants qui, au quotidien, vont utiliser nos solutions, et c'est déjà dans un premier temps ce qui nous intéresse. Alors bien évidemment, on s'inscrit aussi dans le périmètre et dans le paysage plus global, et nous on essaye, et c'est notre volonté commune, de travailler main dans la main avec à la fois effectivement l'éducation nationale, avec ses déclinaisons à différents niveaux comme on l'a évoqué, que ce soit au niveau du ministère, mais au niveau également des rectorats, et on trouve les partenariats au sein des collectivités et des établissements scolaires, et côté collectivité territoriale, et déjà l'an dernier, j'insistais fortement sur la nécessité de ce triptyque qui doit fonctionner main dans la main pour arriver à l'objectif commun qui est de développer le numérique. Donc pour nous, on est tout à fait en phase dans ce paysage. Alors par rapport
Je crois que même si les incertitudes sont toujours source d'évolution, d'innovation, de motivation, c'est toujours aussi une source de stress. Et on a été amené à le dire à certains moments, c'est aussi une source de frein au développement industriel, au développement de la filière, et notamment ce qui nous pose un peu de soucis au niveau de notre compétitivité internationale, puisque quand on n'a pas une visibilité très forte de l'avenir et de ce que va être la politique globale au niveau du numérique éducatif, on a des difficultés à mobiliser des moyens pour investir. L'industrie nécessite des investissements importants et du coup on se retrouve des fois un peu avec un manque de compétitivité par rapport à des pays, notamment les pays anglo-saxons qui sont toujours beaucoup plus en avance là-dessus. Toutefois, cette incertitude, nous la comprenons, nous mesurons aussi la nécessité du débat qui doit intervenir. Compagnons, et effectivement pour les propos qui ont été tenus notamment par les politiques, nous on reste persuadés de la nécessité à la fois d'une proximité dans les établissements scolaires. Alors après, peu importe comment elle est gérée, nous c'est pas notre rôle de nous immiscer là-dedans, mais en tout cas on a conscience que au sein des établissements scolaires il faut un accompagnement de terrain, un accompagnement de proximité, et parallèlement à ça, il faut effectivement qu'il y ait une gouvernance un peu centrale, parce que si on prend l'exemple un peu du premier degré, qui au niveau du passage en numérique aujourd'hui a quelques difficultés, même si beaucoup de choses évoluent. Et nous, notre analyse en tant qu'industriel, c'est effectivement la disparité des collectivités au niveau du premier degré qui complexifie le développement du marché, le développement de l'industrie sur ce niveau-là. Donc il faut trouver un équilibre, et c'est là la nécessité d'avoir un débat, un échange, une réflexion tous ensemble, tous les trois, pour arriver à trouver le bon dosage entre ces différentes interventions. Mais quand même, vous les voyez plutôt d'un bon œil, ces évolutions. Tout à fait. On les voit plutôt d'un bon œil, et plutôt dans le bon sens par rapport au développement de l'industrie. Très bien. C'est un sentiment que vous partagez, madame? Vous vous présentez, parce que je ne l'ai pas fait. Bien sûr. Donc, Sophie Ira, Econocom. Econocom est un groupe de services numériques européens d'origine franco-belge. Le groupe travaille depuis des années pour les collectivités territoriales et les établissements qu'elle gère, collectivités locales de tout type, mairies, conseils généraux, conseils régionaux et de toute taille, petites, moyennes et grandes. Il y a 18 mois environ, Econocom a voulu s'investir encore plus largement envers le milieu éducation, envers le marché de l'éducation, et donc nous avons compris, intégré qu'il nous fallait également travailler sur la dimension du métier. Nous ne sommes pas pédagogues, mais donc pour adresser de façon plus fine encore ce marché, eh bien, nous travaillons aujourd'hui avec des enseignants qui nous aident dans l'évaluation des différentes offres qui se présentent sur le marché. Donc aujourd'hui, pour répondre à la question de la nouvelle configuration possible du territoire, nous avons la chance d'être présents partout en France. Nous sommes 6500. Nous travaillons de façon très proche avec les clients, c'est-à-dire que ce sont toujours des représentants locaux qui travaillent avec les conseils généraux et régionaux ou les mairies. Vous avez par exemple dans l'assistance ici une personne qui travaille chez Econocom pour la région Midi-Pyrénées. Donc je pense que nous continuerons de toute façon à travailler en fibre de la proximité et que nous nous adapterons à la nouvelle configuration qui nous sera présentée. Voilà. Mais donc je suis plutôt confiante. Enfin, je pense qu'on pourra tout à fait ou se réorganiser pour maintenir, quoi qu'il arrive, cette proximité qui est chère à tous. Très bien. Bon, alors on a gardé du temps confortablement pour des questions, mais il faut qu'on attrape le micro. Le temps qui vienne, l'un d'entre vous peut éventuellement réagir à ce qu'il a entendu dire après lui-même avoir parlé. Après avoir parlé. Non? Oui? Non. Bon, alors peut-être on va prendre des questions dans la salle. Vous avez le droit de réagir sur ce que vous avez entendu, ou bien de dire ce qui vous paraît important. On peut décrocher celui-là? Ou peut-être non? Pour les questions qu'il y a dans le dos. Ah oui, alors oui, là j'avoue que je ne sais pas comment faire. Hein. Mais les gens qui ont tweeté ici sont là. Hein. Donc ils peuvent lever la main et formuler leurs questions en plus de 100 caractères. 140 caractères, on a le droit, non?
Est-ce que parmi les tweets qu'on a vus là, je sais pas, j'ai vu passer tout à l'heure, quelqu'un disait l'ambiance est morose cette année. Non mais celui-là par exemple, je ne sais pas si monsieur Jean-Marie Guillot est dans la salle. Ah oui, 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 il est là Jean-Marie Guillot, oui. Non, j'étais étonné un petit peu par le discours qui était très orienté. J'ai pas de micro, je peux mener. J'étais très étonné par le discours qui parlait. Ah oui, il est là. Oui, oui, pardon. Bon, autant pour moi, oui. Mais on t'entend bien, tu vois. Non, toi tu m'entends, mais je suis pas sûr que... Exact, oui, oui, c'est vrai. Donc c'est plus facile, ça m'évite. Oui, mais là, ça marche pas pour l'instant, donc oui. Bon, Non, on va y arriver quand même, vous n'avez pas de raison. Ça va? Ah oui, ça marche. Donc j'ai pas la qualité de Mario Asselin qui relayait effectivement un tweet qui a été relayé. Mario Asselin qui est venu plusieurs fois à Ludovia. Pour moi, c'était un petit peu dans le discours, j'entendais beaucoup parler de diffusion de contenu, j'entendais parler beaucoup de notions, voilà, de notions descendantes dans la diffusion, et je ne voyais pas du tout parler de production par les élèves, de coopération, de participation. Alors on en avait un petit peu avec, les profs pourront donner leur avis, etc. Mais il me semblait qu'on avait un décalage entre une notion dans le numérique qui est les élèves peuvent être producteurs de contenu, peuvent être associés à un certain nombre de choses, et c'était pas du tout dans les discours qui étaient là. Donc c'était juste plutôt une remarque qu'une question, mais on peut peut-être se poser la question. Quid de la place des élèves? Pardon, Ça pourrait être intéressant de se poser ces questions-là, mais par exemple on pourrait préciser un tout petit peu en disant, parmi ces messieurs-dames, lequel aurait dû en parler normalement? Peut-être, si quelqu'un avait dû en parler, ça serait qui? Est-ce que ce serait Jean-Marc Mériot, par exemple? Ou bien est-ce que ce serait plutôt Jean-Yves Capulque? Voilà, je ne sais pas, je me dis, c'est quand même la question de l'éducation nationale. Là, parce qu'on c'est une question d'éducation nationale, d'accord. Oui, interrogé. Oui. Non, ça ne marche pas encore. Ça marche pas. Ça va bientôt marcher. Je peux vous prêter le mien. Oui. On va voir. Oui, non, là, c'est bon, c'est parti. J'étais interrogé sur les contenus d'enseignement, hein, donc j'ai plutôt répondu sur ce volet-là. C'est vrai que lorsque l'on parle dans la loi de développer l'éducation aux médias et à l'information, ça nous conduit aussi à repenser peut-être le brevet, le B2I, et de rajouter, comme on l'avait déjà fait dans l'exercice précédent, peut-être plus qu'avant, la partie création, production par les élèves. C'est déjà le cas, mais certainement on va accentuer ce volet-là. Et pour aussi évoquer tout à l'heure, c'est celui de l'apprentissage du code, même si c'est dans un cadre un peu périscolaire que cela se fera, c'est bien encourager des productions et l'activité créatrice des élèves. C'est plutôt dans cette veine-là que l'on pourrait l'imaginer dans un premier temps dans les écoles primaires, dans le cadre des activités périscolaires liées au rythme. Voilà. Donc pas du tout, loin de nous l'idée de considérer l'aspect en forte croissance de développement des productions des élèves, et puis aussi les productions des enseignants sur lesquelles nous comptons beaucoup, qui est un autre aspect de la question. Oui, alors moi je répondre. Je comptais aborder la question dans la table ronde de ce soir à laquelle j'interviens aussi, et sur la question de la création et de la consommation, parce que je pense que réellement cette question-là, elle doit être abordée aussi bien évidemment sur la question de la production des élèves. C'est vrai que les élèves acteurs de leur contenu, c'est aussi une réalité, et on le voit bien entre autres, et c'est nous aussi dans cette dimension-là qu'on essaye de travailler autour de ce qui peut se passer sur les radios scolaires et ce qui peut se passer sur les télévisions scolaires. Et demain, nous, on est dans une grosse réflexion aujourd'hui sur justement cette capacité à pouvoir fédérer l'ensemble, par exemple, des productions audiovisuelles par les lycéens, et elles sont nombreuses, et aujourd'hui, voilà, on doit être aussi en mesure de pouvoir offrir des outils plus que de contrôler la production, parce que la question elle ne réside pas autant dans voilà, on est toujours dans cette phase d'accompagnement et de co-construction avec les élèves, mais ça doit aussi passer bien évidemment par les enseignants qui ont aussi leur place dans cette mais cette question de l'inversion du flux, parce que c'est cette question de l'inversion du flux aujourd'hui, elle doit être prise en compte, mais elle doit être aussi prise en compte dans la pratique pédagogique. Et j'irai même plus loin, parce que je pense que je peux donner la parole à mes collègues industriels. C'est la question de aujourd'hui comment on va penser des contenus qui sont élèves centrés plus qu'enseignants centrés.
D'accord ? Vous prenez un manuel scolaire aujourd'hui, il est enseignant centré, ce qu'on appelle, voilà, j'utilise un peu peut-être, voilà. Mais la question, c'est que les produits numériques et les contenus numériques doivent être et doivent répondre aux nouveaux usages des élèves aujourd'hui. Et parce que c'est eux qui vont être amenés à les utiliser en autonomie et faire qu'à un moment donné, on puisse intégrer aussi leur pratique du numérique. Et on sait que leur pratique du numérique est bien supérieure à ce qu'ils peuvent faire au sein de la classe, en dehors de la classe. Et cette question-là, elle est totalement à prendre en compte dans la production des contenus, aujourd'hui, des contenus numériques faits par les éditeurs. Peut-être, alors, je vais tendre une perche aux collectivités, si vous voulez bien, parce que la question qui se pose de savoir, c'est est-ce qu'on encourage suffisamment, est-ce qu'on encourage bien la production de ressources par les élèves? Est-ce qu'on est, comme le dit Jean-Marc, plutôt centré sur l'élève que sur l'acte d'enseignement? A priori, les collectivités disent ne pas, sauf que, est-ce que les équipes que vous diffusez, que vous déployez dans les établissements scolaires sont de nature, sont configurées? Est-ce que les architectures des bâtiments, est-ce que l'architecture informatique, est-ce que la répartition des postes de travail, etc., est-ce qu'ils favorisent le travail de l'élève ou est-ce qu'ils sont plutôt, au fond, dans une vision plus traditionnelle de l'enseignement? Est-ce que c'est des questions qui vous concernent, vous en tant que collectivité? Est-ce que vous vous sentez partie prenante pour y prendre part? Oui, allez-y, allez-y. Moi, je peux tenter de répondre. Bien sûr qu'on essaie de prendre part à cela. Bien sûr, mais comme on l'a dit tout à l'heure et comme on vient de le souligner, il est bien certain que la part là, je dirais, de la pédagogie du côté des enseignants ou du côté des élèves, elle fait que non seulement nous les accompagnons, mais nous essayons en quelque sorte d'anticiper cela, non seulement par l'achat de matériel, mais par l'installation, etc. Ceci, quand même, pose quelques difficultés qui sont des difficultés qui peuvent être liées à l'état du réseau jusqu'à présent, mais il y a des disparités locales et des disparités régionales, et aussi avec la configuration de certains établissements. Nous avons tous hérité dans les régions d'établissements de lycées qu'on appelle historiques, c'est-à-dire de lycées qui étaient soit d'anciens couvents, soit d'anciens grands établissements, qui posent effectivement à la fois des problèmes d'aménagement, et qui au résultat parfois, c'est d'ailleurs beaucoup mieux réussi que les lycées les plus récents, mais qui font que finalement chaque établissement, et on l'a peut-être pas encore assez dit, mais aussi chaque formation. Il est bien évident que en collège, peut-être moins qu'en lycée, mais en lycée, il est bien certain que l'on travaillera différemment dans un lycée professionnel, dans un lycée technologique, dans un lycée général. Et que mon choix, moi, personnel, irait finalement vers davantage de lycées polyvalents pour permettre justement ces échanges et cette transversalité et ce travail des élèves. Très bien. Hervé, tu voulais dire quelque chose? Non, non. Non, enfin, je peux répondre notamment par rapport à l'intervention de Jean-Marc. Effectivement, on est tout à fait en phase sur le fait qu'il faut faire évoluer le contenu pédagogique, et ça d'ailleurs tout ce qui a été fait à travers les ENT qui aujourd'hui rentrent dans leur dimension fortement pédagogique, où la production d'élèves et la communication au sein de l'ENT prend une part prépondérante, et une partie du travail sur lequel les industriels travaillent, c'est effectivement l'intégration de tous ces outils qui sont des outils de production, qui sont les ENT, qui sont les contenus, que toutes ces choses-là puissent être interopérables et travailler ensemble de façon effectivement à pouvoir décentrer un petit peu le point d'accès, décentrer les flux et pouvoir effectivement exploiter pédagogiquement et donner les outils pour exploiter pédagogiquement ces productions d'élèves. Quelqu'un dit là, un truc sévère, production par les élèves, les outils fournis sont cadenassés, la longueur de la laisse est encore plus courte qu'avec le papier. Du coup, ça illustre ce que je disais tout à l'heure, c'est est-ce que les outils qui sont fournis aujourd'hui dans les établissements sont de nature justement à faciliter la production par les élèves? Il ne semble pas. Peut-être que c'est un jugement un petit peu lapidaire. Peut-être qu'il ne connaît pas tous les outils. Oui, voilà. Non, ce que vous disiez tout à l'heure, on aurait pu ajouter aux conditions que vous y mettiez, on pourrait dire aussi, ça dépend de la demande des enseignants tout de même. Les établissements, ils sont animés par des enseignants qui ne sont pas tous les mêmes. Et des élèves qui ont une compétence numérique développée, ils ne l'utilisent pas toujours là où on souhaiterait qu'ils l'utilisent. Il faut quand même aussi être lucide par rapport à ça. Ouais. Bon. Oui, alors, oui, autre chose. Jean-Marc. Jean-Pierre. Jean-Pierre. Oui, on a dit qu'il y avait 150 000 profs de formés cette année, en fin de compte, à l'utilisation des contenus
du numérique. Hein. Enfin, alors ce que je voudrais savoir, moi, c'est dans le cadre de cette formation, justement, quels sont les programmes de la formation des enseignants, des futurs enseignants, à la production de contenu, de leur propre contenu, et quelle est, en fin de compte, la formation des enseignants ou des futurs enseignants à la production, à faire produire des contenus par les élèves. C'est-à-dire qu'en fin de compte, le sujet d'aujourd'hui, la consommation à la création, ce qui est un problème monumental pour tout le monde, hein, puisque c'est le problème de l'innovation. Le problème, c'est donc, et ça c'est quelque chose que je ressasse à Ludovia en permanence, c'est la formation à la création, à la narration, à la scénarisation numérique des enseignements. Donc en fin de compte, moi ce que je voudrais savoir, c'est comment le ministère de l'Éducation nationale aujourd'hui se prépare, ou tout du moins prépare les enseignants et prépare les élèves à cette création innovante de contenu et de partage de contenu qui leur permettent de co-apprendre ou de co-designer, en fin de compte, des projets pour demain. Alors précisément, magistère est une bonne réponse aux éléments qui viennent d'être indiqués. Je reviens un tout petit peu sur magistère, c'est une formation hybride, c'est-à-dire qu'il s'agit de former des enseignants à distance en leur permettant de se regrouper soit virtuellement avec une classe virtuelle, soit lors de certains moments des journées pédagogiques. On a un certain nombre de parcours qui ont été produits, il y a 10 000 petites formations de 3, 6, 9 heures qui ont été mises en place. L'intérêt pour les enseignants, c'est pas forcément une formation numérique parce que ces formations concernent tous les domaines de l'enseignement du premier degré. Il y en avait certaines qui concernaient aussi les usages pédagogiques du numérique. Mais à travers toutes ces formations, il y a précisément l'usage de ces outils de création et d'échange. Et c'est la première fois pour bon nombre d'enseignants qu'ils apprennent à travailler avec leurs collègues à distance en utilisant ces outils d'échange, ces outils de création, ces outils de production, puisque dans beaucoup de parcours magistères, un des objectifs, c'est de produire des contenus et de créer des séquences pédagogiques en travaillant de façon collaborative et en se formant en même temps. C'est une formation collaborative. Donc l'outil magistère sensibilise des enseignants qui étaient assez éloignés d'une pratique pédagogique avec leurs élèves du numérique, les sensibilise à tous ces outils, à toutes leurs potentialités, même si c'est pour travailler avec leurs pairs dans un premier temps. Et on espère bien qu'à travers cette formation, à travers l'outil, ils auront l'intérêt et l'envie de faire la même chose avec leurs élèves, d'utiliser le même type d'outils, des blogs, des wikis, des outils de production collaborative. Donc effectivement, Magistère est un très bon exemple parce que ça permet certes de former sur des contenus, l'éducation civique, l'énergie dans le cycle 2, etc. Mais en même temps, ça les apprend à utiliser des outils d'échange et de production numérique. Jean-Pierre, satisfait de la réponse? Je me dis, est-ce qu'il y a peut-être un écart toujours entre la question qui vise l'ensemble des enseignants et puis magistère, qui est une réponse, mais qui forcément ne traite qu'une petite partie du problème. Ça représente combien d'enseignants formés? J'insiste sur magistère, puisqu'il a été, sans revenir trop dans le détail, il y a une évolution avec la réforme des rythmes sur les journées d'animation et de formation destinées aux professeurs des écoles, et il a été dit que pendant la moitié de ce temps-là, il devait utiliser des formations à distance en utilisant des outils numériques. C'est la première fois qu'on dit que l'ensemble, c'est pas quelques-uns au hasard des politiques, des volontaires, l'ensemble des enseignants du premier degré vont avoir à travers les outils une sensibilisation et donc une certaine formation numérique. Et bien évidemment, ça dépasse le premier degré puisqu'aujourd'hui, beaucoup d'experts, beaucoup de corps d'inspection pilotent des parcours de formation pour le second degré aussi. Donc ce type de formation à distance numérique qui se développe aussi beaucoup dans les universités est quelque chose qui commence à bien prendre dans l'éducation nationale et je pense qu'on peut le citer comme une belle réussite de diffusion d'usage numérique comme on ne l'avait pas vu depuis bien longtemps quand même. Très bien. Et je pense pour compléter aussi ce que propos de Jean-Yves, je pense que ce qui est important de dire aussi, c'est que les parcours magistères sont faits par des enseignants et que là aussi, on est dans une logique de la dissémination dans la proximité. C'est-à-dire que ce sont des parcours qui sont faits dans les académies par des enseignants qui sont avec le contrôle et la validation des corps d'inspection. Mais d'une certaine façon, c'est aussi cette question de la proximité de la production de contenu fait par les enseignants qui doit demain
permettre qu'à un moment donné, tout le monde puisse être amené à un moment ou à un autre à faire un parcours magistère ou aller sur d'autres types de plateformes. Et dans cette approche-là, c'est vrai que nous, aujourd'hui, par exemple, on est en train on a lancé l'expérimentation d'une nouvelle plateforme qui verra le jour en janvier 2015, qui s'appelle Via Edu, qui sera une plateforme d'échange de contenu, de partage de contenu, avec des outils pour créer aussi des contenus pour les enseignants. Et je pense que là-dessus, cette plateforme-là aussi sera en mesure de pouvoir offrir un certain nombre de services qui seront là aussi pour permettre le développement de contenu créé par les enseignants, aussi bien et dans une logique aussi de diffusion beaucoup plus importante des bonnes pratiques. D'accord, ça va être disponible quand, via Educ? Janvier 2015. Janvier 2015, très bien. Alors, on va traiter d'autres sujets, oui, allez-y là-haut. Oui, bonjour, Philippe Rosado, je suis président de Numéridis. Nous nous occupons de numérique et de dyslexie. Et de ce fait, nous avons été contraints, je dirais, de nous engager très tôt, puisqu'effectivement, le support papier convenait aux jeunes dyslexiques et on a essayé d'innover là-dessus. Alors moi je voudrais faire d'abord une remarque par rapport à des choses qui ont été dites et dont je pense qu'elles méritent d'être précisées. C'est d'une part quant à la qualité ou à la compétence éventuelle des jeunes par rapport au numérique. Si on parle de quantitatif, nul doute, leur inscription sur Facebook, etc. Formidable. Si on parle de qualitatif, alors là vraiment prudent. Quand on voit le méli-mélo qu'a pu constituer les blogs de Skyrock, quand on voit ce qu'il y a sur le mur de Facebook, franchement, on appelle au secours et on effectivement d'accompagner. Et là, je parle en tant que parent, et de surtout pas laisser les jeunes, je dirais, à l'aventure sur le numérique. Et donc, de ce fait-là, je crois qu'il faut faire très attention. Le numérique, il marche pas tout seul dans le monde des jeunes. Voilà, ça c'est un premier point que je voulais souligner. Qu'on oublie souvent, parce que souvent on balance des outils ou des contenus sans vraiment qu'il y ait un accompagnement suffisamment solide, à notre sens, là-dessus. Alors, un autre point que je voudrais souligner, parce que je crois que c'est le grand absent de Ludovia, et j'en suis un peu surpris, c'est que l'éducation ne se fait pas qu'à l'école. C'est-à-dire que, effectivement, ici vous parlez d'élèves, moi je parle d'enfants. Je parle de ma position de parent. On va perdre quelque chose en perdant le papier. C'est-à-dire quand on va sur le numérique, on perd quelque chose, c'est qu'on perd la connexion entre l'école et la famille, entre l'école et les parents. Et l'école ne produit pas toute seule. L'école, sans le savoir d'ailleurs très souvent, elle produit avec les parents. Parce que quand un enseignant donne, je dirais, un parcours à suivre à un élève, ce parcours-là, il y en a une partie qui se réalise à la maison. Et je dis des choses que vous savez, mais que je ne retrouve pas finalement dans les réflexions que vous portez. Et ce parcours-là, jusqu'à présent, il se faisait avec des livres qu'on appelle manuels, d'accord, et que les parents connaissaient puisqu'ils avaient utilisé à l'école. Donc les chapitres avaient évolué, là il y avait un peu plus de photos, enfin etc. La mise en page. Mais quelque part, globalement, le parent, oui, il savait utiliser le manuel, c'était à peu près celui qu'il avait connu. Avec l'arrivée du numérique, on n'est plus du tout dans ce contexte-là. Alors, on a des choses extrêmement préoccupantes. C'est lorsqu'on voit des outils numériques financés par la monnaie publique et qui vont rester à l'école. Là, je parle des tablettes dans le primaire. Donc, moi, je m'interroge beaucoup, non pas sur l'efficacité dans la classe de ces outils-là, mais sur leur productivité globale par rapport à leur coût, puisqu'on coupe, je dirais, la ressource par an. Et c'est une ressource qui est non négligeable. Voilà, donc ça c'est un premier aspect. Et donc j'en viens à une question et qui s'adresse aussi bien aux politiques qu'aux industriels. On est dans une société ouverte aujourd'hui par le numérique. Et je voudrais savoir, je dirais, si certains d'entre eux ont imaginé, ça peut être au niveau national, Canopé, ça peut être industriel privé, ça peut être des politiques, intégrer, ouvrir des contenus vers les parents, ou rendre des contenus spécifiques pour les parents, ou accompagner les parents vers l'usage, je dirais, pédagogique du numérique à l'école. Voilà, la question est peut-être un peu complexe, peut-être un peu hors sujet de Ludovia, mais je pense qu'elle est importante parce que sinon on va encore plus creuser le fossé, je dirais, entre dans lesquelles le numérique est déjà très installé et des familles où il ne l'est pas. Merci. Non, très bien, vous avez raison, on a parlé que d'éducation scolaire, on n'a pas fait le tour, donc il faut qu'on passe un moment sur votre question. Donc les parents, et je pense que là les collectivités ont des choses à dire, tout le monde a des choses à dire, mais on va quand même se limiter, si vous voulez passer le micro. Oui.
Oui, pour faire assez vite, en tant que collectivité, mais aussi en tant que parent, vous avez raison de pointer les risques de e-exclusion, et notamment au travers d'un certain nombre de handicaps. Quand on remplace des services publics par des bonnes interactives, c'est très bien, mais il faut aussi se mettre à la portée de celles et ceux qui ne peuvent pas dialoguer avec la machine, et quand la machine remplace l'homme, alors il faut qu'elle puisse au moins remplir les missions que les hommes savent remplir quand ils sont en face d'un public qui rencontre tel ou tel handicap. Donc c'est un risque, vous avez raison de le mentionner, il existe à l'école, mais il existe en fait un peu partout. Après, sur les dangers potentiels d'utilisation du numérique, ou en tout cas la partie qualitative, quantitative, moi je ne sais pas bien dire, j'ai mal tourné parce qu'en fait à l'origine moi je suis plutôt du côté des industriels. J'ai travaillé pendant 15 ans dans un petit groupe de distribution informatique qui a été racheté par Econocom, et j'ai eu un parcours politique que très récemment, donc certains disent que j'ai mal tourné, mais c'était déjà à l'époque, il y a 15 ans, quand les premiers blogs arrivaient, la question se posait déjà des premières de la diffusion de ce type de technologie dans l'école. La première chose, c'était le contrôle parental. À chaque fois qu'on met de toute façon de l'informatique quelque part, la première question qu'on pose, c'est quel verrou je vais pouvoir poser. C'est vrai du numérique, c'est vrai de l'open data, c'est vrai d'un certain nombre de sujets. Donc il y a à la fois une partie de la société qui aspire à plus de transparence, de communication, et puis en même temps et qui dit oui mais attention, il faut que. Et moi je me rappelle, parce que j'ai été parent d'élèves aussi, la remarque que vous formulez sur ce pair entre ce qui se passe à l'école et ce qui peut se produire à la maison. À l'époque où les supports n'étaient pas numériques, je l'entendais déjà dans les conseils d'administration d'un certain nombre d'écoles et de collèges. Donc ça veut dire qu'il y a probablement de nature améliorée, mais je ne suis pas sûr qu'il faille remettre en cause l'outil pour autant. Par contre, qu'il y ait là une vigilance sur le sujet, parce que comme pour le reste du fonctionnement de la société, il faut que cela puisse fonctionner dans de bonnes conditions. Alors oui, vous avez raison, il faut intégrer cela, mais de là à considérer que ça puisse être un risque, je ne partage pas tout à fait ce point de vue. Disons, si vous parlez de vigilance, c'est que vous admettez tout de même qu'il y a quelque chose qui ressemble à un risque, n'est-ce pas ? Ouais. Oui, mais il y a des exemples, moi je peux citer un certain nombre d'exemples d'établissements sur lesquels, par exemple, le CPE ou un professeur va sensibiliser les élèves, et c'est normal, et il faut le faire, et il faut ne jamais cesser de le faire, parce que les pratiques diffèrent en fonction de l'âge. On parle du parcours de vie quand les personnes vieillissent, mais on pourrait s'intéresser au parcours d'éducation, au parcours de l'usage numérique du jeune enfant, parce que ça commence maintenant très tôt, et puis ça finit par un bloc quand on est ado, et puis on commence à se mettre sur les réseaux sociaux un peu plus tard. Le parcours est connu, et il faut qu'à chaque moment de ces parcours il puisse y avoir, à la fois c'est le rôle des parents, mais aussi le rôle de la société, de rappeler les dangers qu'il peut y avoir, un certain nombre de dérives, de pratiques, etc. Il ne faut pas avoir peur de le dire, mais pas vivre avec cette obsession permanente qui laisserait imaginer que parce que c'est devenu nouveau et numérique, alors finalement on perd autre chose. Moi je crois, franchement, quand on regarde le monde qui nous attend demain, à partir du moment où on sait le saisir avec du fonctionnement transversal, on parle beaucoup de co-design, de co-working, quand on parle des quand on parle, moi je discutais avec un instituteur belge en venant ici, c'est l'avantage du bus qui met 1h30 pour venir de Toulouse, c'est qu'on a le temps de se dire beaucoup de choses, mais qui me parlait de ces pratiques et de la manière dont il organisait ses cours. Mais il y a des choses formidables qui sont à faire, et en fait c'est ça un peu, je pense, le rendez-vous de Ludovia, c'est comment tout ne descend pas d'en haut, de l'éducation nationale ou des politiques, mais comment certains se saisissent des outils qui sont rendus disponibles, parce que sans outils, sans infrastructure, je voyais dans le Mondo tout à l'heure un tweet qui disait est-ce que finalement c'est pas un problème de parler de proximité alors qu'on parle ici de numérique et que justement on n'a plus de frontières. Mais sans infrastructure, sans connexion, sans proximité, il n'y a pas de développement possible, il n'y a pas d'application possible, et ensuite elles sont portées par les uns et par les autres. De la richesse et des énergies qu'il y a ici, et comme un peu partout en France, libérons ces énergies et qu'elles aillent aux côtés des collectivités, des énergies de l'éducation nationale, et tout ça finira par faire quelque chose qui fonctionne. Oui. Il y a une autre question ? Oui. C'est moi. Je me présente. Je voulais un peu rebondir depuis tout à l'heure, aussi bien par rapport à ce que vient de dire le monsieur ou son prédécesseur.
Je crois que de fait, il y a aussi une réalité. Ici, il y a une façon d'aborder les choses qui me trouble. C'est, vous prenez ça toujours dans un sens descendant, un peu ce que vous disiez, c'est-à-dire que c'est l'éducation nationale qui fait l'éducation, ou à la limite les parents. Moi, je peux que constater, le pratiquer depuis un certain nombre d'années, il y a aussi la société civile. Et le propre du numérique, c'est aussi que c'est pas ascendant. C'est-à-dire que les enfants ont des informations, des formations, des actions sur le numérique qui ne viennent pas d'en haut, qu'on ne maîtrise pas, qu'il faut accompagner. Mais la société civile, elle a déjà pris ça en charge. Je veux dire, moi, je vois, si vous venez des codes d'armoire, j'ai vu des choses qui se font à Brest, avec des histoires de gamins de 7-8 ans, qui font du vrai code, qui font des jeux avec du Mozilla, avec du Firefox. C'est aussi des choses qui existent. Il n'y a pas que les dangers. C'est évident qu'il y en a. Mais au même titre que sur la route, ou à vélo, ou en scooter, je veux dire. Voilà. Mais je suis surpris quand même que vous preniez en compte le fait qu'il n'y a que des industriels. Il y a aussi des bouleversements dans le numérique qui viennent de la société civile, qui sont transversaux, qui viennent d'associations, de tout ce qui se passe, parce que l'information, justement, dans le numérique, elle n'est pas descendante. Ils vont la chercher, ils la trouvent n'importe où. Même auprès de leurs proches, de leur famille, quelqu'un qui a fait... et qui leur amène des choses qui ne seront pas contrôlées, qui ne seront pas maîtrisées, qu'eux vont savoir utiliser, à tort ou pas, mais qu'il faut apprendre. Mais je suis surpris que vous restiez sur quelque chose qui ne soit que descendant. Bon, là. Parmi les sujets qu'on a traités, on n'a pas parlé d'architecture, mais j'ai vu passer un tweet tout à l'heure sur l'architecture, peut-être qu'on peut l'évoquer, la question du numérique, enfin de l'influence du numérique sur l'architecture. Et puis si on voulait faire monter la température, on parlerait de l'enseignement du code, peut-être. Est-ce que quelqu'un a une observation à faire sur un de ces deux sujets ou sur un autre? Ah oui. Tout là-haut, mais vous avez votre micro. Vous avez un micro déjà, non? Non. Ça vient, ouais. Bonjour, Salim Zayn, enseignant dans l'Académie de Montpellier et ludoceur, c'est-à-dire j'enseigne avec des dispositifs ludiques. Le code, il arrive, il est chaud, il va être là. Je suis également directeur de l'association Éduquer, Créer, Divertir, Cultiver, qui est spécialisée en enseignement numérique en utilisant le code et la fabrication de jeux vidéo. Donc on a un projet qui débarque là, qui va arriver sur 3 départements, Gard, Hérault, Lozère, dans laquelle, dans le cadre du concours de l'audace artistique et culturelle qui se passe chaque année dans les académies de France et de Navarre, on va proposer la création d'un jeu vidéo de A à Z qui va utiliser le code. Et on va aller travailler de la maternelle au lycée, sur tous les niveaux, y compris les primaires, et même le porteur de base est une Ulysse. C'est vous dire que le code, il sera vraiment partout. Voilà. D'accord. Et si je veux faire le lien avec votre observation, parce que tout à l'heure, ce que vous sembliez regretter, c'était que dans le monde scolaire, on était toujours sur des logiques descendantes, y compris quand on parlait de numérique, alors que dans le reste du monde, à l'extérieur, ce que vous appelez la société civile, on ne serait plus dans une logique remontante. À mon avis, cette vue est un petit peu simplifiée, non? Pardon? Oui. D'accord. Enfin, en tout cas, vous donniez la société civile en exemple à l'école en disant regardez un peu les usages du numérique que vous faites. Bon. Oui, oui. Bon. Est-ce que, je me demande justement, est-ce que cette réponse-là, est-ce que c'est une réponse à cette objection que vous faisiez? Et donc, je me dis, c'est que l'enseignement du code et le développement de jeux vidéo que vous évoquez là se fait en milieu scolaire. Complètement. Oui. C'est intégré. Il y a pour vous donner un exemple, on a un collège sur Montpellier qui est le collège des escoliers de la Mosso, sur une zone ZUS, qui est déjà prévu d'avoir une après-midi par semaine, banalisée, dans lequel on fait travailler, pour vous donner une idée, le professeur d'art plastique et le professeur de musique. De notre côté, on a des game designers, des gens qui sont vraiment du monde du jeu vidéo, qui interviennent en résidence. Et parallèlement, on a des unités mobiles qui utilisent un système de codage. Bon, le logiciel s'appelle Multimédia Fusion, c'est fabriqué par une boîte de Lyon qui s'appelle ClickTeam. Et on peut apprendre les bases du codage à la base de briques interactives. Voilà, donner un exemple. Et juste, je compléterai aussi sur cette question-là. Tout à l'heure, on a évoqué, au moment où on parlait de la production de ressources par les élèves, on a évoqué cette possibilité que le code, la production de code, la programmation, en tout cas la création d'objets numériques programmés, puisse être une de ces activités. C'est bien ça. Mais c'en est qu'une, évidemment. Hein. C'en est qu'une. Mais pour vous, elle est majeure, elle est très importante. Disons, comment vous expliquer l'architecture en projet pédagogique interactif,
elle peut tenir en partie au code, mais il n'y a pas que ça. Il faut, à mon avis, enfin, ça reprend le thème, fédérer l'équipe pédagogique autour du projet en impliquant le plus d'enseignants possible. Et le code, quelque part, c'est un petit peu les perles qu'on enfile, qu'on va intégrer dedans. Mais c'est une partie, mais ça ne peut pas être que ça. Ouais. Oui. Si vous voulez intervenir, hein, pas trop tard. Bon. Oui, Claude Tran, Educavox. Je voudrais revenir sur une des questions tout à l'heure, et la question s'adresse essentiellement aux représentants des collectivités territoriales. Quand on observe la situation des élèves, des établissements scolaires en France, et qu'on fait la différence entre les lycées, les collèges et les écoles, enfin, je vais affirmer quelque chose que je demande que vous puissiez vérifier. On constate d'abord que dans les lycées, la plupart, si ce n'est tous les conseils régionaux de France, ont mis en place des ENT et fait en sorte que les équipements pour les infrastructures, l'établissement scolaire, même très différents ou différents, sont généralisés à tous les lycéens. Quand on regarde les collèges, on constate une très grande différence généraux, et cette différence se fait essentiellement en fonction de la richesse de ce conseil généraux. Il me semble que la fracture numérique des élèves de collège en France est beaucoup plus grande que la fracture numérique entre les... Quant aux élèves des classes primaires, quant aux écoles, alors la fracture elle est majeure. Il existe encore en France des écoles qui n'ont pas accès à Internet. Alors j'aimerais savoir si les représentants des collectivités territoriales y voient une explication ou une explication, une volonté d'une autre organisation des collectivités territoriales en